route inventez-vous sur l'océan déchaîné? Vous nous embarquez à l'aventure dans le rêve de l'humanité. Une autre s'abaisse jusqu'à l'humaine condition. Et tandis que je me meurs, que la paix m'envahit, surgit dans le tumulte de la vie un poète. Laissez-le vous guider sur le cours de l'histoire au gré des chemins de la Renaissance. Tandis que la tempête se déchaîne au dehors, un ouragan de vie s'abat sur la famille Bourbon. C'est un fils, Bourbon. Nicolas sera son nom, femme. Tout à la joie du père, personne n'écoute la vieille qui marmotte, assise sur une chaise basse. Va, mon fils, tu es Bourbon, né par le levier de ton père, c'est l'augure des génies, tu seras poète, mon enfant, et ton père ne pourra rien. T'aimes. Mon fils, quel nom donneras-tu à cet enfant? Nicolas, mon père. Eh bien, Bourbon, Dieu fera la connaissance de Nicolas dès demain. Viens me trouver au presbytère de bon matin, accompagné des parrains et marraines. Je vous apporterai une bourse aussi, pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils. Ce sera pour notre église, celle que vous allez nous construire au milieu du pré des bons enfants. Va, Bourbon, Dieu te garde. Hein, que j'ai fait pour la maison Dieu. Merci. Le cœur débordant de l'espoir d'arriver à temps. Contre les autres, les jambes rompues par leur cavalcade. Le corps se libère, l'esprit s'abandonne. Les yeux clos, Gambille laisse élever dans le silence sa voix sourde. La ronde des saisons entraîne la ronde des années. Les aiguilles du temps s'accrochent l'une à l'autre tant que dure la danse. Elles tournent et tourbillonnent inlassablement. L'une d'entre elles, parfois, emporte une âme dans sa course, coule dans ses veines. Le roi brûle du désir de faire sienne l'Italie. Il ne craint pas le feu. J'y vis et je l'éteins. Telle est sa devise. Sur la route qui le conduit vers la terre des arts, des camps se dressent dans l'attente des étendards, où flamboie la salamandre royale. J'y vis et je l'éteins. Tous répètent la devise du roi. Aux soldats, aux seigneurs de France se sont joints marchands et colporteurs. Une même attente fiévreuse étreint les cœurs. Il arrive! Le roi arrive! Au détour du chemin, les oriflammes royales battent dans le vent. François Ier, un sourire de contentement aux lèvres, contemple d'un œil satisfait le camp ainsi dressé en vaste campagne. À ses côtés, le connétable de Bourbon, le regard frondeur, apprécie la scène. Le roi ne prête guère attention aux soldats, ni même à ses vassaux qui viennent le saluer. Il laisse le soin au connétable d'inspecter les troupes. À l'abri d'un chêne, François Ier se retire pour écrire à sa royale mère, Louise de Savoie, dont l'intérêt pour les affaires de son fils n'a d'égal que la confiance qu'il lui témoigne.
profitent du temps qu'il leur reste pour entamer une partie de dés ou de tric-trac. Parmi les militaires évoluent cantinières et marchands ambulants. Je te mets pas en peine pour ça. Et mise donc, il manque tes 3 liards. Je viens de les mettre. Ce serait pas plutôt toi qui aurais oublié de payer ton dû? Va pas m'agacer. Pour commencer, j'ai bien vu que tes dés sont au gaucher. T'es même pas propre à t'en servir. Eh ben, faut pas s'échauffer comme ça. On joue et puis c'est tout. On gagne, on perd, c'est tout du pareil au même. Y a qu'à la guerre que la victoire est importante. Alors, mes gars, y en a qui veulent de la bonne soupe pour se remonter le moral? Ou peut-être bien un petit gobelet d'hypocrate? Je dis pas non. Ça va me réchauffer les tripes. Ah, pour ça, j'ai ce qu'il faut. Le feu du diable. Quoi ça? Tu m'en diras des nouvelles. Et alors, t'as pas appris à boire à ta jeunesse? Pour réchauffer, ça réchauffe. Un peu trop même. S'il y a d'autres amateurs, Je vois qu'on s'ennuie pas ici. Vous avez bien raison. On ne sait pas ça continuera. Il n'y a qu'un moyen pour en être sûr. Achetez-moi une amulette. Patte de lièvre et tête de merde. Pour le courage, c'est souverain. Pas de lièvre. Un animal quoi qui rend un courageux. Tu crois pas qu'elles vont porter chance aux Italiens plutôt qu'à nous, tes pattes de lièvre? J'ai d'autres choses, si ça te plaît pas. Non, c'est pas la peine. Va voir ailleurs si on y est. Tu nous empêches de jouer. Allez, à toi. Quand François Ier donne l'ordre de rassembler les troupes. Le chant des trompettes résonne dans l'air moite du mois d'août. La colonne se met en marche. La poussière du chemin s'élève lentement vers les cieux. Les hallebardes brillent sous le soleil. Comme un seul homme, Pas non. Ça va me réchauffer les tripes. ah, pour ça, j'ai ce qu'il faut. Le feu du diable. Quoi ça? Tu m'en diras des nouvelles. D'autres amateurs? roi. Leur confiance en sa jeunesse et en son désir de gloire les guide.
Bayard, mon ami, je veux, aujourd'hui, être fait chevalier par vos mains. Parce que le chevalier qui a combattu, à pied et à cheval, en plus de batailles entre tous, est tenu et réputé le plus digne chevalier. Sire, celui qui est couronné, loué et oint de l'huile envoyée du ciel, et celui qui est le roi du royaume, le premier fils de l'Église, est chevalier sur tous les autres chevaliers. Bayard, dépêchez-vous. Blare de la pierre. Sur le pré des bons enfants, une église prend vie. La demeure du Seigneur n'est pas encore achevée, que déjà s'élèvent comme cantiques les chants des tailleurs de pierre. Monsieur le curé de Montluçin brûle d'impatience de célébrer sa première messe en la nouvelle église. Nicolas, fais-moi découvrir le cœur de la forge. J'aime la passion qui t'anime. Je veux pouvoir, à mon tour, vibrer tout entier au contact des arbres, au râle du soufflet. Écoute, n'entends-tu pas Vulcain gronder contre mon goût pour l'étude? C'est lui qui me guide dans la forge. C'est lui qui me dit les arcanes de son art. Dans l'oisiveté, d'où vient cet oubli alors que les arbres se parent de verdure et que les campagnes semblent sourire? Sur l'herbe douce et sèche d'une tendre clairière, le charbonnier leur dresse une dernière couche. Serrés les uns contre les autres, s'élèvent les restes des grands de la forêt. À l'abri de la verte couverture des feuillages s'introduit la flamme insolente et charmeuse. De son œil rieur, elle contemple les vénérables sylvains qui se consument sous l'ardeur de leur folle et dernier amour. Ils laissent échapper la fumée noire et épaisse de leur rancœur, dans un tourbillon aussi violent que celui que jadis Cacus, fils de Vulcain, vomit contre Hercule. 7 jours et 7 nuits, le charbonnier veille sur l'esprit de la forêt, s'élevant du bûcher. À leur tour, pénètrent les entrailles de la terre pour y trouver les veines de fer cachées dans ses profondeurs. Sur les rives de la Barse se dresse la silhouette du four, bouche béante, nourrie de fer et de feu. Il jette à la face du ciel sa rage fumante et trouble. De souffler au vaste contour s'actionne sous la force d'une roue que fait sans cesse tourner l'impétueux cours d'eau. Tour à tour, haletant, rugissant et hurlant, ils insufflent au feu la vie. Penché sur l'abîme du fourneau, le fondeur fait adroitement couler le fer. Il l'accueille au terme de ses transformations dans des tourbillons de flammes et de fumée qui s'élèvent jusqu'aux astres. D'un geste tendre, il dompte la flamme féline, déroutante, ensorcelante. Il la fait danser rouge dans la nuit noire du four. Il l'embrasse du regard, prend soin d'elle comme d'une maîtresse.
présent de la fureur des dieux. Il coule les mortiers qui ébranlent villes et citadelles jusqu'en leur fondement. Semblable à la foudre qui porte la flamme et le feu. De l'art de la forge naissent ces terribles machines. Mon père, Jean Bourbon, leur apprend la vie. De leur voyage au fil de la barque, elles ne retiennent que la mort. Tu n'imagines pas l'heure que tu me procures en partageant avec moi l'art du feu. Laisse-toi brûler par la passion. Découvrons ensemble l'art de la pierre. Sur le pré des bons enfants, une église prend vie. La demeure du Seigneur n'est pas encore achevée, que déjà s'élèvent comme cantiques les chants des tailleurs de pierre. Monsieur le curé de Montluçin brûle d'impatience de célébrer sa première messe en la nouvelle église. Parler de Léonard de Vinci? Non, maître. Mon ignorance n'a d'égal que votre savoir. De la France et ses multiples arias pour une partie de chasse. Dans les bois où abondent toutes sortes de gibier, le roi chevauche en compagnie de ses plus fidèles compagnons. Souvent, à son retour, il ne peut se défendre de rendre visite à son architecte et ingénieur personnel, Léonard de Vinci. Je viens à vous. Votre Majesté me fait grand plaisir de sa visite. Sa délicatesse et son intérêt me flattent au plus haut point. Maître, j'apprécie votre compagnie. Vos travaux, vos réflexions m'ont captivé. Vos peintures, vos sculptures étourdissent mes sens. Tout particulièrement ce tableau que d'Italie vous avez apporté. Quel ravissement m'étreint face à ce sourire sans pareil. Votre Majesté est très bonne envers moi. Maître Léonard, vous savez combien mon esprit aime à se nourrir des fruits de votre imagination. Je puis soumettre à votre Majesté ce projet de char couvert, bien protégé et sûr. Pénétrant dans les rangs des ennemis avec leur artillerie, il ne verra si grande multitude de soldats capables de lui résister. Et derrière ce char, l'infanterie s'avancera sans dommages et sans rencontrer d'obstacles. Quelle invention saurait connaître la défaite? Il reste là qu'on peut voir ce dessin de machine volante, une combinaison fort précise de poulies, manivelles et autres rouages n'y suffirait pas. Ils rejoindront alors les oiseaux dans l'immensité du ciel. Mais votre Majesté sera-t-elle intéressée par... ou bien verra-t-elle un quelconque intérêt dans ces maisons démontables qui pourraient accompagner la cour dans ses déplacements? Maître, que d'imagination! Vos dessins sont chaque jour plus précis, plus élaborés. Votre génie est un honneur pour la France. Je ne me lasse jamais d'être utile, votre Majesté. Ma nature m'a disposé ainsi. Nous ne pouvons que vous en louer, Maître Léonard. Faites-nous rêver un moment encore à ces engins merveilleux. Imaginons-les qui s'évadent de ce pâle rouleau, où ils sont encore retenus.
foyers et forges, entre fer et feu. Sous le soleil brûlant du début de juillet, chacun est tout entier à sa tâche. Personne ne sait, personne ne veut savoir le faste d'une rencontre royale non loin de Calais. Les paroles d'un colporteur inconnu. Meurt de bois et de verre, amenée toute faite par mer. Fils de sa garde, notre roi apparaît en ce lieu du territoire anglais, si bien nommé Val-de-Roi. Resplendit sous le soleil. De l'autre côté de la vallée, le fier Henri VIII s'approche, tout vêtu de pourpre et d'argent. Il progresse lentement, entouré de 400 archers. De pourpre et d'argent. Il progresse lentement. Quand notre bon roi François ne se trouve plus qu'à quelques dizaines de royaumes, avec le fier Henri VIII, aidé du cardinal Wolsey. Se pressent les seigneurs qui forment la suite de chaque aux bons amis français et anglais.
seigneurs des deux cours participent joyeusement aux festivités. Au rythme de la musique, ils se laissent entraîner, réunis pour un jour sur un champ autre que celui de la bataille.
François admire les archives du fier Henri VIII. Les deux souverains. Les chevaliers anglais et français se livrent au jeu du tournoi. Dans les fentes de leur aume, leurs yeux cherchent la dame qui, entre leurs mains, a confié son honneur. À l'occasion des joutes, le fier Henri VIII saisit par le collet notre bon roi François pour le plaisir de lutter avec lui. Mon frère, je veux lutter avec vous. S'il vous plaît, ainsi, luttons. Le fier Henri VIII lui donne une attrape, ou deux, et notre noble roi, qui est fort bon lutteur, lui donne un tour et le jette par terre. C'est ce moment que choisit le connétable de Bourbon pour, à son tour, étonner Henri VIII. Dédaignant la porte, il pénètre dans le champ clos, en sautant au-dessus de la lisse. Et mettant pied à terre, il offre son destrier au souverain d'Angleterre. Sa Majesté me ferait-elle l'honneur d'accepter ce modeste coursier, en souvenir de cette rencontre avec mon roi? Il est tout à votre honneur de me céder pareil animal, monsieur. Dans la douceur de juin, notre bon roi François, réjoui de sa bonne entente avec le fier Henri VIII, quitte avec regret son allié. Dans un même élan, tous deux s'embrassent une dernière fois, avant que ne retentissent les fifres et les tambours anglais. La cour du fier Henri VIII disparaît à l'horizon, vers la mer écumante qui le portera jusqu'en son île. La foule en liesse se livre plus encore au plaisir de la fête. La campagne, ornée de draps d'or, resplendit et retentit des rires et des musiques. De son côté, notre bon roi François chevauche vers l'île échouée sur la Loire, Amboise, chère à son cœur. Au premier rayon de l'aube. Ma fonction de secrétaire auprès de Monseigneur Charles de Tournon emploie une grande partie de mon temps. Quant à mes rares instants de liberté, je les consacre à mes vers. Et je rêve bien souvent avant d'œuvres où mon cœur a ses racines, où mon âme trouve la paix. J'ai au fond du cœur le secret espoir de pouvoir bientôt rejoindre ma contrée en deuil. La rumeur a guidé jusqu'à mes oreilles la nouvelle du décès de notre Seigneur Georges d'Amboise. Tombé à la noble bataille de Pavie, il laisse orphelins les Vendevrois,
Notre bon roi, avec toute la dignité qui lui sied, tend son gantelet au vice-roi espagnol Lannoy. Maine et Saint-Gelais, tout absorbés qu'ils sont par de pressantes affaires de cour. Hasard, suis ta vie en lettré vagabond, et pense à saluer notre très cher Erasme, que sans doute tu rencontreras, là où te conduiront tes pas. Mais écoute plutôt ces quelques mots du dernier de mes écrits, la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Sur la terre du géant Gangousier, avance avec moult précautions un lourd charroi. Dans son énorme voiture de promenade que seul un cheval à sa taille peut tirer, le géant Gargantua fait un sort. Non content d'avoir passé 11 mois dans le ventre de sa mère, la plantureuse Gargamelle, il est entré dans le tumulte de la vie par son oreille gauche. Soudain qu'elle fut née, il ne cria comme les autres enfants « Mi, mi, mi !» mais à haute voix s'écria « À boire, à boire, à boire !» comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut ouï de des assistants dire que vraiment il devait avoir le nom de Gargantua. Ses cris, lui apportant à boire, on le remet en nature. Et soudain, demeure, quoi, et joyeux. Au seul son des pintes et flacons, il entre en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis.
silence se remet en route l'énorme charrette et tout son convoi de flacons, de vases à goulot. Le cheval même étouffe le bruit de ses pas sur le chemin. Et tout le petit monde du géant Gargantua disparaît dans les bois. Se remet en route l'énorme charrette et tout son convoi de flacons, de vases à goulot. Le cheval même étouffe le bruit de ses pas sur le chemin. Et tout le petit monde du géant Gargantua disparaît dans les bois. Plessis-les-Tours, où réside Jeanne d'Albret, nièce de Sa Majesté François Ier. Dans le jardin adossé à la maison, le maître fait découvrir à sa jeune élève Triomphe et les rois, les chante qui voudra d'une voix éloquente. C'est bon pour les grands poètes accomplis, comme furent Virgile et Homère. Mais nous, mademoiselle, qu'avons-nous à faire de carnage et de Mars sanglant? Nous, que notre Dieu chérit l'épigramme et l'amour. Que me dites-vous, mon enfant? Où avez-vous donc entendu parler de ceci? Mère en parlait dans la salle de danse, le jour où elle m'y a fait mener. Elle disait l'affaire des placards. Mademoiselle, vous êtes bien jeune pour comprendre toute cette histoire. Je vous en prie, maître, contez-la moi. Puisqu'il vous plaît ainsi. Mais n'en dites-moi à quiconque. Vous vous attireriez les foudres de votre entourage. Ces histoires sonnent étrangement dans la bouche d'une demoiselle. Maître, dites-moi toute l'affaire. Je ne soufflerai mot à personne. Rien ne sert, mon enfant, que je vous rappelle la bonne marche de l'Église. Vous savez que les religieux catholiques répondent à l'autorité du pape, de même que toute hiérarchie en notre Église. Cardinaux, archevêques, évêques, prêtres, chacun assume une fonction précise dans l'organisation de l'Église. Mais certaines personnes, comme ce moine allemand, Martin Luther, protestent contre les abus des pouvoirs religieux. Ils souhaitent réformer le christianisme et retrouver la ligne stricte de l'Église primitive. Cette idée de réforme existe également chez nous en France. L'Écriture sainte est considérée comme seule source authentique des croyances chrétiennes. Les réformistes affichent un net refus de la tradition et de tous les commentaires des pères de l'Église. Maître, et l'affaire des placards, qu'est-elle pour les réformistes? J'y viens, mademoiselle. Retenez que la patience est l'une des vertus les mieux appréciées chez une jeune damoiselle. Que disais-je? Ah, la position des réformistes français. Ce doit être cela. En effet, les réformistes refusent également la cérémonie de la messe. Ils pensent que le catholicisme ne se trouve en rien dans les chants, les cérémonies et autres rites compliqués. L'un de ces réformistes a préparé des affiches qu'il a fait placarder jusque sur la porte de la chambre du roi, à Amboise. Sur ces placards sont dénoncés les fastes et les ridicules de la messe que l'auteur décrit ainsi. Les horribles grands et insupportables abus de la messe papale inventée contre la Sainte Seine. Ces placards, mademoiselle, font scandale. Voilà cette affaire qui vous intriguait tant, mon enfant. Terminons ici cette parenthèse et reprenons la leçon, voulez-vous? C'est à votre maman de tant d'insolence? Les dénonciations se font de plus en plus nombreuses. Les réformistes sont arrêtés, jetés en prison. Avec eux se trouvent également des catholiques non réformistes, accusés au même titre, sans fondement. De toutes parts, les procès se succèdent. On prononce des condamnations à mort. Les hérétiques rendent l'âme dans d'affreuses souffrances. Sa Majesté décide aussi d'apporter son soutien à l'Église catholique.
le 21 janvier 1535, est organisée une grande procession d'expiation. Dans les rues de Paris défile l'évêque de la ville portant le Saint-Sacrement. Sa Majesté François Ier tenant dans sa main un cierge de cire vierge, tête nue, en grande révérence. Des prêtres, des seigneurs, des gens du peuple viennent à leur suite. Ils présentent à la foule des Parisiens des croix, des chasses, des reliquaires contenant des fragments de la vraie croix ou de la couronne d'épines. Tous ensemble, psalmodient. Si mon bras était infecté de cette pourriture, je le voudrais séparer de mon corps. Si mes propres enfants devaient être assez malheureux pour tomber en de telles exécrables et maudites opinions, je les voudrais tailler pour faire sacrifice à Dieu. Intense. Une fumée âcre se répand partout. Désormais, la guerre est ouverte contre la... La mort. Je sens ses filets me frôler avant que de m'emporter. Brûlé par le temps, comme jadis à la forge de mon père se consumait le charbon, je ne peux me rendre à Moulins, où est célébré le mariage de mon élève adoré, Jeanne d'Albret. Sans doute les quelques vers que je lui ai écrits lui sont parvenus. Mais trouvera-t-elle le temps de les parcourir avant de convoler? Ah, qu'enfin le bonheur s'offre à elle et que de sa vie elle profite. Léger livre au papier la nostalgie qui l'étreint,
Jeanne d'Albret parcourt les derniers lieux qui la séparent encore de Moulins. Les yeux. Son esprit n'est occupé que par son seul mariage avec l'homme qu'elle chérit, Antoine de Bourbon. S'agitent des silhouettes vives. Et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Au matin du 20 octobre 1548, Moulins résonne de musique et de cris. Dans toute la ville flottent les oriflammes. La plèbe même est en liesse. Dans la seule cathédrale règne un silence pesant d'émotion. La nef est tendue de draps dorés. Les armes de la famille de Bourbon brillent avec éclat. Nombreux sont ceux qui assistent à la cérémonie. Il y a le roi Henri II, fils du défunt François Ier. Marguerite d'Albret, sa tante, est à ses côtés. Elle ne peut agenouiller devant l'évêque. La jeune femme laisse s'épanouir la corolle de sa jupe d'or et d'argent, garnie de pierres précieuses. Les yeux brillants de larmes, Jeanne entend une voix la nommer princesse de Navarre. À son doigt scintille une bague de diamants. Toute vacillante sous l'émotion, Jeanne de Bourbon franchit au bras de son époux le seuil de la cathédrale. Sur le parvis les attend une foule dont les cris montent jusqu'aux cieux. Tous les cœurs laissent éclater leur joie. Déjà s'envolent quelques notes de musique. Autour d'une table dressée se tiennent les plus gourmands. Des plats multicolores rivalisent de beauté. Les mets des plus fins s'étalent en d'appétissantes mosaïques. Le vin coule de fontaines échafaudées de grappes odorantes. Au son.
est à son apogée, apparaissent les ombres costumées d'une mascarade. Elles frôlent la lumière. Elles se mirent dans ce breuvage des hommes où elle peut lire leurs pensées, percer leurs secrets. L'astre de la nuit pénètre les Miss Bourbon. Princesse de Navarre lui apparaît, semée de fleurs de lys. Jeanne, nièce de roi et mère d'une lignée de rois. De son sein naîtra Henri le bien-aimé, Henri, quatrième du nom, assassiné au cœur de Paris. À sa suite viendront Louis XIII, prince secret et réservé, secondé par l'entreprenant cardinal de Richelieu. Louis XIV, monarque aux caprices et aux rêves innombrables, rayonnant sur la France et sur l'Europe. Louis XV, prince des Lumières et de l'Encyclopédie. Louis XVI, roi faible, roi déchu, sacrifié pour l'histoire de son pays. Gardons-nous d'oublier Jeanne de Bourbon, reine de Navarre, instruite par un poète vendevois. Jeanne, qui enfanta une dynastie de rois. Comment? Un peu mal.